Bienvenue au Café philosophique. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question. Une question qui nous hante tous, je pense, et qui a été posée il y a près de 2000 ans par un grand penseur stoïcien, Sénèque. La question c'est, Hmm. que faisons-nous de notre temps? Et pour nourrir cette discussion, on s'est plongé dans une analyse très fine de son œuvre, de la brièveté de la vie. Oui, Notre mission, si on peut dire, c'est d'extraire de cette sagesse ancienne des stratégies concrètes. Pas pour être plus productif, non, surtout pas. mais vraiment pour arrêter de simplement exister et peut-être commencer à véritablement vivre. C'est le point de départ essentiel, oui. Sénèque, il ne nous propose pas un guide de gestion du temps pour cocher plus de cases. Non, pas du tout. Il nous invite à une introspection presque radicale. Pour lui, le temps, ce n'est pas une ressource externe, c'est le tissu même de notre existence. Le tissu de notre existence, j'aime bien cette image. Chaque minute qu'on gaspille, ce n'est pas juste une minute de perdu, c'est un morceau de notre vie qui part en fumée. Alors, commençons peut-être par une métaphore que nos sources utilisent, une métaphore très actuelle. D'accord? Si notre vie était un ordinateur, eh bien le temps, ce serait notre système d'exploitation. Ah oui, c'est une excellente analogie. C'est la base, c'est invisible, mais c'est ça qui fait tout tourner. Et Sénèque nous dit de le traiter comme la ressource la plus précieuse, bien plus que l'argent, bien plus que tout le reste. Et l'analogie est encore plus parlante si on pense aux malwares modernes, tu vois, toutes ces choses qui luttent pour notre puissance de calcul. C'est-à-dire, Ben, la source mentionne spécifiquement les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ils sont conçus, et c'est intentionnel, pour capter notre attention et nous faire passer un maximum de temps dessus. ce sont des voleurs de temps. Des voleurs de vie, dirait Sénèque. C'est fascinant parce qu'à son époque, il se plaignait déjà des gens qui perdaient leur temps dans des futilités. Comme quoi, par exemple? Les jeux du cirque, les dîners qui n'en finissent pas, nos feeds Instagram, c'est un peu l'équivalent moderne de ces distractions. Ce qui est fou, et ce qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'il avance une idée qui est presque insultante pour nous. Oui, Il dit que celui qui passe des heures à scroller sans but est plus irrationnel, plus fou que celui qui mettrait le feu à ses propres billets de banque. c'est une affirmation violente, c'est vrai. C'est violent. Décortiquons ça. Pourquoi? C'est violent parce que ça heurte notre intuition. On protège notre argent de manière féroce, mais notre temps, on le donne. On le donne sans compter. On ne le voit pas comme une ressource qui s'épuise. Exactement. Alors que la logique de Sénèque, elle est implacable. L'argent perdu, on peut potentiellement le regagner. Oui, Le temps, lui, c'est une ressource non renouvelable. Chaque seconde qui passe est perdue. Pour toujours. et il y a cette autre particularité. Oui, et c'est ça qui ajoute une couche d'angoisse. Contrairement à notre compte en banque, on ne connaît jamais le solde de notre compte temps. On ne sait jamais combien il nous en reste. Jamais. On vit chaque jour sans savoir si c'est le dernier. Et cette incertitude devrait nous pousser à chérir chaque instant. Mais paradoxalement, on vit comme si on était éternel. Cette idée qu'on est nos propres voleurs de temps elle est assez brutale. Et ça m'amène à me demander, mais pourquoi? Pourquoi on fait ça? Hmm, On pourrait peut-être explorer ça avec une sorte de méthode des 3 pourquoi, pour vraiment creuser. très bonne approche, allons-y. Alors, premier pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on remet systématiquement notre bonheur à plus tard en se focalisant sur un avenir qui, comme on vient de le dire, est totalement incertain? Pour Sénèque, ça, c'est l'erreur fondamentale de l'être humain. On vit en pilote automatique. C'est ça. On fait nos routines, on va au travail, on paie les factures. Tout ça dans l'espoir d'une récompense future. Le grand mythe de la retraite, quoi. Je travaillerai dur jusqu'à 65 ans et ensuite, je commencerai à vivre. Voilà. Sénèque nous dit que c'est un pari complètement insensé. Rien ne garantit qu'on atteindra cet âge. Rien ne garantit qu'on sera en bonne santé. On sacrifie le certain, c'est-à-dire le présent, pour l'incertain, le futur. Mais on est bien obligé de planifier un minimum, non? On ne peut pas juste vivre au jour le jour sans penser aux conséquences. Ce serait complètement irresponsable. Bien sûr, et c'est une nuance très importante, Sénèque n'est pas un hédoniste qui prône l'insouciance. D'accord. L'analyse de son œuvre insiste beaucoup sur l'équilibre. Son conseil, c'est de consacrer une partie de la journée à planifier l'avenir, à être prévoyant. Ok. Mais une fois que cette tâche est faite, il nous exhorte à vivre le reste de la journée comme si c'était la dernière. Le bonheur, ce n'est pas une destination, c'est une pratique de tous les jours. Il se trouve ici et maintenant. D'accord. Cet équilibre est la clé. Et ça m'amène au deuxième pourquoi. Oui, Si le but est de vivre pleinement le présent, pourquoi est-ce que tant de gens acceptent des vies qu'ils n'aiment pas,
un travail qui les ennuie, une routine qui les éteint. Ah, c'est là qu'intervient la plus grande de nos excuses, celle qu'on se raconte à soi-même. Laquelle? Je n'ai pas le temps. J'adorerais apprendre à jouer de la guitare, mais j'ai pas le temps. Écrire un roman, pas le temps. On l'a tous dit au moins une fois, hein. Exactement. Et pour Sénèque, ce n'est pas un manque de temps. C'est un choix de priorité. On remplit notre emploi du temps d'obligations qu'on n'a pas vraiment choisies, peut-être par peur, par conformisme ou simplement par inertie. On est en mode passif. Voilà. On réagit aux événements au lieu d'être en mode actif, à investir notre temps délibérément dans une vie qui a du sens pour nous. Ça me touche personnellement. Je dois avouer que j'ai eu une prise de conscience assez brutale il y a quelques mois. Ah oui? J'ai réalisé que j'avais passé plusieurs soirées de suite à regarder des vidéos de gens qui construisent des cabanes en bois dans la forêt, sur YouTube. D'accord? Des heures. Le truc, c'est que j'habite dans un appartement au 5e étage sans balcon. Je vois. C'était un vrai signal d'alarme. Mon cerveau cherchait une échappatoire, une sorte de liberté par procuration, mais en fait, je ne construisais rien du tout. Je consommais passivement la vie des autres au lieu d'investir ce temps dans la mienne. Ce que ton expérience montre, et merci pour cette vulnérabilité, c'est que cette prise de conscience, c'est la première étape. C'est la plus cruciale. Reconnaître le piège. Ça, c'est la condition pour pouvoir en sortir. Et ça nous amène directement à notre troisième pourquoi, qui est peut-être le plus difficile. Le plus difficile, ouais. Pourquoi, même après cette prise de conscience, est-il si difficile de commencer à changer? On sait ce qu'il faudrait faire, on a l'idée. Mais on repousse. La fameuse procrastination. Exactement. Et face à ce problème très humain, Sénèque, en bon stoïcien, propose une solution incroyablement pragmatique. Les récompenses à court terme. Les récompenses à court terme. Oui, notre cerveau est câblé pour chercher le plaisir immédiat. Quand on se lance dans un projet long, comme écrire un livre, l'objectif est si lointain qu'il ne nous motive pas au quotidien. C'est trop abstrait. Voilà. La solution, c'est de découper le projet en petites étapes et de s'offrir une récompense concrète après chaque étape. La source donne un exemple parfait. S'autoriser un repas dans son restaurant préféré, Uniquement après. uniquement après avoir terminé un chapitre, pas avant. On pirate notre propre psychologie en associant un effort difficile à un plaisir immédiat. Cette idée de hacker son propre cerveau est géniale, parce qu'elle ne repose pas sur une volonté surhumaine. Non, juste sur une compréhension de notre fonctionnement. Ça donne envie de tester. Si on voulait l'appliquer, disons, sur les prochaines 24 heures, ça ressemblerait à quoi ce défi? Ce serait l'essence même du 4e conseil de Sénèque, planifier et préparer. Le défi serait simple. Pour les prochaines 24 heures, on planifie sa journée à l'avance. D'accord. Seulement les obligations pro. Surtout, on alloue consciemment par écrit une plage horaire, même 1 heure, à quelque chose qui compte vraiment pour nous. Le simple fait de l'écrire, ça crée une sorte de contrat avec soi-même. Un engagement. C'est ça. Et la préparation, c'est l'étape d'après. C'est anticiper les obstacles. L'exemple de la source est tout bête, hein. Si on a prévu d'aller au théâtre, on réserve son billet en ligne pour ne pas perdre une demi-heure dans la file. C'est un petit acte, mais ça dit à notre cerveau que notre temps est précieux. Oui, mais soyons réalistes. Après une longue journée de travail, l'énergie, elle n'est pas toujours là. On a juste envie de s'effondrer sur le canapé. L'idée de se lancer dans un projet personnel peut sembler être une montagne. C'est un point crucial, oui. Et Sénèque dirait que le problème n'est pas tant le manque d'énergie que la manière dont on la récupère. C'est-à-dire? S'effondrer devant un écran nous donne l'illusion de nous reposer. Mais c'est souvent un repos de mauvaise qualité qui nous laisse vides. C'est vrai. Il nous encourage à distinguer les loisirs qui nous drainent de ceux qui nous nourrissent. Utiliser ce temps libre pour lire, apprendre quelques accords de guitare, marcher. Ce sont des activités qui, même si elles demandent un petit effort au début, régénèrent notre esprit. Donc l'idée du défi, c'est pas de s'imposer une nouvelle corvée. Non! C'est de remplacer 1 heure de consommation passive par 1 heure d'activité intentionnelle et enrichissante. Pour le long terme, c'est cette heure-là qui transforme une vie. Pour aller plus loin, la source propose une expérience de pensée que j'ai trouvée fascinante. Un voyage dans le temps. Ah oui, Imaginons qu'on puisse observer notre nous d'il y a 5 ans. Est-ce que son utilisation du temps nous rendrait fiers? Est-ce qu'on verrait quelqu'un qui avance, oui? Quelqu'un qui dérive? c'est une visualisation très puissante. Ça incarne parfaitement le 7e conseil de l'analyse épithèse. Apprendre du passé. Le passé. Pour les stoïciens, le passé, c'est la seule partie du temps qui nous appartient vraiment.
Le présent est fugace, le futur incertain, mais le passé, il est gravé dans le marbre. Il ne s'agit pas de regretter. Non, pas du tout. Il s'agit de l'utiliser comme une base de données. Que nous apprend notre passé sur nos tendances à gaspiller le temps? Quelles leçons on peut en tirer pour ne pas répéter les mêmes erreurs? C'est aussi une façon beaucoup plus saine de se mesurer, je trouve. On est obsédé par la comparaison aux autres. Se comparer à son soi d'il y a 5 ans, c'est la seule comparaison qui vaille. C'est exactement ça. Et c'est une source de motivation immense. L'auteur de la source utilise une belle métaphore. Quand on fait une randonnée difficile, regarder en arrière et voir tout le chemin qu'on a parcouru. Ça donne de l'énergie pour atteindre le sommet. J'aime beaucoup cette image. C'est la même chose. Voir nos progrès, même modestes, sur 5 ans, ça nous donne la force de continuer. Et en regardant ce passé, on voit aussi ce qu'on a accumulé. Et là-dessus, Sénèque a une opinion très tranchée. Il nous pousse à investir notre temps non pas dans les biens matériels, mais dans la création d'expériences. C'est un renversement complet de notre société de consommation. Totalement. Absolument. Un voyage, apprendre une compétence, une amitié profonde, ce sont des choses qui nous transforment de l'intérieur. Le dernier modèle de téléphone ne change rien à qui nous sommes. Non. Nos expériences, elles, deviennent les briques qui construisent notre personnalité. Nous sommes la somme de ce qu'on a vécu. Ce qui crée ce paradoxe terrible. On passe le plus clair de notre temps à gagner de l'argent, pour acheter des choses. Et il ne nous reste plus de temps pour vivre les expériences que cet argent pourrait nous offrir. On prépare la vie, mais on ne la vit jamais. C'est le cœur de la tragédie que dénonce Sénèque. Et ça nous mène à son conseil final, le plus important. Lequel ? Consacrer du temps à la philosophie. Et attention, par philosophie, il ne veut pas dire lire des textes obscurs, il veut dire prendre le temps de penser. Simplement penser ? Penser à la morale, au sens de la vie, à notre rapport à la mort. C'est cet exercice de réflexion qui nous permet de passer du stade de simplement être en vie à celui de véritablement vivre. C'est la distinction fondamentale finalement. Exister ou vivre. Sans avoir réellement vécu une seule journée de manière consciente. La grande question n'est donc pas comment avoir plus de temps, c'est impossible, mais plutôt comment insuffler plus de vie dans le temps qui nous est imparti. Et pour une dernière pensée à méditer, qui nous vient de cette analyse, Sénèque nous met au défi de voir le temps non pas comme une ligne droite qui s'étire vers l'avenir, mais comme un espace qu'on remplit. Un espace. Oui. Et la question finale n'est donc pas combien de temps ai-je, mais plutôt quelle est la qualité de l'espace que je suis en train de créer avec le temps qui m'est donné. Merci de nous avoir rejoints pour cette réflexion. Si vous avez aimé cet épisode, soutenez la chaîne en likant et en partageant avec vos amis.